Bonjour à tous. Donc, on est là dans le cadre du festival Le Monde d'après qui substitue de manière dématérialisée le Salon du livre d'expression populaire et de critique sociale qui était prévu les 1er et 2 mai à Arras. Et donc, dans le cadre de ce festival Le Monde d'après, on est aujourd'hui avec Christophe Masutti, qui est entre autres coprésident de Framasoft et qui est aussi historien et qui vient de sortir là, en mars 2020 à CF Éditions un ouvrage qui s'appelle Affaires privées aux sources du capitalisme de surveillance, voilà, qu'on a en vidéo. Et donc voilà, c'est quelque chose de tout frais, tout nouveau et qui traite notamment justement de la question de la surveillance et en fait de l'utilisation par le capital de ces sources de surveillance. Alors, pour commencer, Christophe, est-ce que tu peux te présenter, nous parler un peu de ton parcours et puis surtout nous parler de Framasoft, ce qu'est cette structure, des enjeux que Framasoft porte et des volontés de transformation qu'elle essaye de porter. Alors, je me présente, j'ai 3 casquettes, on va dire. Une casquette qui est hospitalière, puisque je suis en charge des projets de coopération européenne et transfrontalière au CHU de Strasbourg. Ça, c'est mon métier, ma profession au jour le jour. Je suis par ailleurs chercheur associé à l'Université de Strasbourg, notamment en Sciences Po. Et voilà, et je suis donc membre de Framasoft. Et voilà, mon parcours, il est assez atypique, puisque j'ai fait de la philo, j'ai fait de l'histoire des sciences, et d'où le bouquin que je viens de produire là, qui est en fait un bouquin d'histoire des techniques, histoire des sciences et aussi de l'histoire politique dedans. Voilà, et donc là où j'insiste toujours sur mon parcours, c'est que ce n'est pas un parcours de technicien, je ne suis pas codeur, je ne suis pas programmeur. Même si évidemment je suis geek jusqu'au bout des ongles, programmer, c'est pas mon truc. Alors qu'est-ce que je fais dans Framasoft? Justement, Framasoft, c'est pas une association de codeurs. Il y a des codeurs, il y a des programmeurs, bien sûr, dans Framasoft, hein. On a sorti par exemple Peertube, qui est en fait une application, hein. Mais l'essentiel de Framasoft n'est pas là, il est surtout dans la diffusion grand public de tout ce qui tourne autour du logiciel libre et de la culture libre. Ok, et Euh, donc c'est voilà, c'est peut-être pas évident pour tout le monde en fait de faire la distinction en fait entre ce qui est de la culture libre et de la culture propriétaire, privatrice. Est-ce que tu peux nous en parler un peu justement et clarifier un peu cette donnée-là? alors, ce qu'on cherche à faire à Framasoft, c'est diffuser un maximum de connaissances et vulgariser un maximum, premièrement, tout ce qui tourne autour du logiciel libre et des solutions libres associées à ce monde-là. Alors, le logiciel libre, c'est quoi? Vous prenez un logiciel, vous avez le choix. Soit vous payez une entreprise qui va vous fournir une solution logicielle, et puis vous n'avez pas le droit d'y toucher, vous l'utilisez juste simplement et vous payez le droit de l'utiliser. C'est ce qu'on appelle les licences payantes. Voilà, elles sont, alors on va dire qu'elles sont privatrices parce qu'en fait, un logiciel, c'est quoi? Quand je vous dis 2 plus 2 égale 4, j'ai pas mis de droit sur cette opération. Donc, tout le monde a la possibilité d'utiliser les mathématiques. Tout le monde devrait avoir la possibilité d'utiliser le code exactement de la même manière. Donc, ce qu'on pense avec le logiciel libre et ce que pense notamment le créateur de la notion du concept de logiciel libre, qui est Richard Stallman, et ça, on est dans les années 80 là, c'est dire qu'un logiciel libre, il doit obéir à 4 libertés fondamentales. La première, c'est de pouvoir utiliser le logiciel comme je veux, comme j'en ai envie, c'est-à-dire pas soumis à des obligations et des contraintes. Deuxième possibilité, c'est que puisse donner le logiciel à quelqu'un, d'accord? C'est-à-dire que là, on entre dans ce qu'on appelle les biens communs numériques, hein. Si je donne le logiciel à quelqu'un, j'en garde toujours une copie, hein, donc c'est un bien non rival. Et puis que je puisse aussi, si j'en ai les compétences, bien sûr, je puisse modifier le code, évidemment, et puis que je puisse à mon tour redistribuer cette version modifiée du programme sous la même licence. C'est une licence libre.
Alors évidemment, tout ça, ça peut paraître un peu vague pour les utilisateurs, hein. On se dit, ouais, moi je suis seulement utilisateur. Bah oui, mais la différence, par exemple, lorsqu'on utilise un logiciel libre, c'est que comme le code est ouvert, tout le monde peut aller voir le code, voir ce qu'il fait exactement. Et donc, ça nous protège en quelque sorte de toutes les intentions plus ou moins malveillantes qu'il puisse y avoir derrière n'importe quel autre logiciel. Voilà. Donc, ça, c'est un premier point. Ça, c'est ce qui concerne le logiciel libre. Et puis, on s'est aperçu à Framasoft que le logiciel libre, bon, ben, c'est bien, tout le monde utilise du logiciel libre, hein. On connaît Firefox, on connaît LibreOffice, par exemple, ce sont les grands phares du logiciel libre, mais il y en a plein d'autres, et surtout des systèmes d'exploitation, des serveurs. Et puis, finalement, toute l'économie a commencé à se tourner en ce moment depuis quelques années, vers les services numériques. Et on s'aperçoit que les services numériques, ceux des GAFAM, hein, ceux de Google, Microsoft, Facebook, Apple et compagnie, et Amazon, en fait, ne sont pas dotés des meilleures intentions. On sait bien que la captation des données, etc., nous contraint à utiliser des solutions en ligne, mais qui ne sont pas forcément libres et qui ne respectent pas forcément nos libertés, liberté collective et liberté individuelle. Du coup, on a commencé à Framasoft à créer des grands projets, et notamment un grand projet qu'on a lancé en 2014, qui s'appelle Dégooglisons Internet, pour montrer qu'il était possible d'utiliser des logiciels libres dans le cadre de services numériques qui soient respectueux des données des utilisateurs, avec très peu de moyens finalement, et puis de manière à ce que les organisations, associations ou institutions publiques ou entreprises puissent les utiliser à leur tour pour leurs propres utilisateurs. Donc ça, c'est un premier point sur l'ensemble ce qui concerne le logiciel libre. Et puis donc, vous voyez bien qu'autour de ça, il y a toute une culture qui se dégage par rapport à ça. Une culture qui consiste à justement acculturer les gens à l'usage des logiciels libres, au respect des libertés numériques, à faire attention à la manière dont les données et le respect des utilisateurs sont mis en œuvre par les fournisseurs de ces logiciels et de ces solutions. Et donc, la culture libre, c'est tout ça. Et puis, ça va aussi beaucoup plus loin. On peut libérer des logiciels, mais aussi on peut libérer des livres. Par exemple, à Framasoft, on a toute une maison d'édition qui s'appelle Framabook, qui libère les livres. Donc, voilà. On peut libérer de la musique, il y a de la musique libre, etc., pour faire du remix, par exemple. Enfin, toute cette culture-là qui consiste à montrer que finalement, une œuvre, qu'elle soit artistique ou qu'elle soit logicielle ou qu'elle soit purement écrite, eh bien, elle peut être libérée et ça ne contrevient pas au droit d'auteur, loin de là, puisque finalement, ça vient renforcer le droit d'auteur en permettant à l'auteur, justement, de pouvoir partager librement son œuvre et que les gens puissent se l'approprier tout aussi librement. Très bien. Donc Framasoft, on a fait un point en tout cas sur la distinction de la culture libre dans le monde numérique, on va dire. Et donc Framasoft, c'est à la fois en fait donc un producteur de discours et de volonté en fait de diffuser au maximum la culture libre et les premiers logiciels les plus connus, notamment Firefox, LibreOffice, etc. Mais c'est aussi un créateur de ressources numériques, puisque vous avez un catalogue, en tout cas, qui est assez large, en fait, en tout cas, de ressources très spécifiques qui sont à la fois respectueuses de la vie privée, qui sont sécurisantes et qui sont reproductibles et modifiables par les utilisateurs et par les différents codeurs, programmeurs qui peuvent s'en saisir. Et justement, là, dans le contexte en fait, de confinement, il s'est passé quelque chose, c'est que vous avez en tout cas il y a eu énormément de travailleurs, d'enseignants, etc., qui sont tournés vers vos outils et vers les ressources que vous proposiez pour continuer à travailler ou pour euh, faire vivre la continuité pédagogique de cher à Jean-Michel Blanquet. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu justement en fait de cette prise en main de vos ressources par des utilisateurs qui n'étaient pas forcément des adeptes ou des aficionados du libre?
Oui, alors effectivement, au tout début de la phase de confinement liée à la crise sanitaire, on a dû faire face à un afflux de sollicitations de la part certainement pour beaucoup en tout cas, de l'éducation nationale, de personnel de l'éducation nationale, enseignants, etc., mais aussi de multiples petites structures associatives et même des entreprises qui pensaient trouver chez Framasoft, en tout cas, la solution à tous leurs maux. Alors, il y a deux points par rapport à ça. Le premier point, c'est que, ben, évidemment, nous sommes qu'une petite structure associative. On a 9 employés, ce qui est déjà pas mal hein, pour une structure associative, mais on n'est qu'une trentaine de bénévoles. Là, ça réduit déjà pas mal la main-d'œuvre. Et on ne fonctionne qu'avec les dons. Hein. On n'a aucune subvention publique, on n'a aucune, voilà, rien du tout, c'est que du don. Et le don moyen, c'est 10-20 euros hein, par rapport aux gens. Donc voilà, grâce à ça, on arrive quand même à faire pas mal de choses. Mais on ne peut pas tout faire. Alors, nos serveurs, ils ont pris cher quand le déconfinement a eu lieu. Tout le monde s'est précipité vers la solution miracle qui serait la visioconférence via une solution que nous, on a mis en place qui s'appelle Jitsi, mais qu'on a appelé nous Framatalk, qui est en fait un logiciel libre, donc tout à fait respectueux des données des utilisateurs. On ne fait rien avec les données des gens qui viennent se connecter, mais ça ne suffisait pas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en arrière-plan, on avait initié depuis quelques années aussi un collectif qui s'appelle les Chatons. C'est le collectif des hébergeurs ouverts, le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Donc, c'est tout un acronyme. Et ce collectif-là, ben, ils font les mêmes choses que nous. Ce qu'on a commencé dans Dégooglisons, ils offrent aussi de la visioconf avec les mêmes outils, plus ou moins. Ils offrent des possibilités des tableaux blancs partagés qu'on appelle Etherpad. Nous, on a appelé ça Framapad, etc. Donc, tout ça, on a commencé à mutualiser. Donc, ce qui fait que pour alléger un peu nos serveurs, on a fait en sorte que lorsque les gens se connectent sur, par exemple, Framatalk, en fait, ils se connectent de manière plus ou moins aléatoire sur l'un des services offerts par les chatons. Donc, c'était une belle manière, je trouve, une belle illustration de la mutualisation du logiciel libre. Alors, pourquoi ça a coincé finalement, même si ça va quand même un peu mieux maintenant, ça a coincé parce que je pense que les gens manquent un petit peu de culture numérique. C'est-à-dire que ce n'est pas tellement de l'électronisme, même si en quelque sorte, il y a pas mal de gens qui pensaient trouver des solutions tout en un à la Google chez nous. Mais cette acculturation, elle provient aussi du fait qu'on cherche à reproduire ce qu'on fait en réel, en classe par exemple pour un enseignant, dans le monde numérique. Or, on voit bien que là, finalement, la société et même les entreprises n'étaient absolument pas préparées à cela. Même les grandes entreprises comme Google ou Facebook ont vu leurs serveurs prendre cher eux aussi. On n'est pas là pour critiquer ça, mais on est là pour montrer que finalement, le numérique change aussi nos usages et que vouloir reproduire absolument les usages qu'on a dans la vraie vie, dans le monde numérique, ça ne fonctionne pas forcément. Il faut apprendre plein de choses. Et tous ces apprentissages, ben justement, c'est ce que nous, à Framasoft, on essaye de diffuser via notamment les structures d'éducation populaire, parce qu'on est agréé jeunesse et éducation populaire. C'est-à-dire qu'en fait, les usages, ils doivent aussi être modulés en fonction des outils qu'on utilise. Et un outil n'est jamais neutre. À partir de là, par exemple, apprendre à fonctionner de manière asynchrone lorsqu'on utilise des solutions numériques pour faire classe et pas forcément vouloir récupérer l'ensemble de la classe au bout du fil. Pourquoi? Parce que ça crée des inégalités. Il y a des enfants qui n'ont pas accès au numérique, où il y a des familles qui n'ont qu'un ordinateur par famille. Alors faire classe lorsqu'il y a 3 enfants scolarisés à la maison, c'est difficile. En fait, tous ces usages-là, ils doivent être toujours relatifs au contexte social dans lequel ils se déploient. Ok, très bien. Et donc, pour toi, comme il y a en tout cas
cette première analyse, ces premiers constats en fait sur l'usage en fait qui était de dire en fait on veut reproduire le réel en fait ce qu'on faisait en présentiel, on peut le faire en numérique, ça ne fonctionne pas. Euh, qu'est-ce que ça va être à peu près les prochains chantiers de Framasoft après à la sortie du confinement? Est-ce que c'est quelque chose, vous allez essayer de vous atteler en disant en fait il faut s'empêcher de penser le numérique comme étant juste une reproduction du monde réel ou pas? Alors là, c'est clair qu'il va falloir faire une grosse réflexion Mm. sur la place du numérique dans nos vies et dans notre quotidien. Le confinement a montré pas mal de choses. À mes yeux, il n'a pas révélé grand-chose, puisque bon, c'est ce que j'écris dans mon bouquin, les enjeux liés à la protection des données, à la vie privée, etc., sont des vieux enjeux, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ils datent de la fin des années 60 déjà. Euh, Par contre, ce que le confinement a montré, c'est que nous avons besoin d'un apprentissage général, à la fois du numérique, mais aussi des solutions qu'on compte mettre en œuvre pour communiquer les uns avec les autres. Euh, Framasoft, nous, on va continuer nos projets, hein, ceux qu'on a déjà. On a des gros projets Mm. sur le feu, évidemment. Mais je suis assez convaincu que par rapport au numérique, par rapport aux injonctions auxquelles on fait face et qui finalement nous mettent tous dans un stress absolument quotidien, il va falloir mettre en place des lieux de résistance. Et ces lieux de résistance, à mon avis, ils doivent être comment dire, rendus cohérents par plusieurs choses. Euh, L'adoption du logiciel libre est une chose, mais aussi, je ne sais pas, par exemple, le chiffrement systématique des données. Hein, on a vu, là, on est en train d'utiliser actuellement une plateforme qui s'appelle Zoom. Zoom, voilà, on a vu au tout début du confinement à quel point ils ont été attaqués de toutes parts parce que justement, il y avait un gros problème des failles de sécurité. Donc, tous ces éléments-là, ils doivent être intégrés. Et puis aussi, surtout, encore une fois, l'éducation populaire, une éducation populaire aux usages du numérique. Ce n'est pas l'école qui va pouvoir tout assumer en matière d'apprentissage. Ce n'est pas possible. Et même les enseignants eux-mêmes ont besoin de cette éducation populaire pour pouvoir être beaucoup plus à l'aise avec ces outils-là. Très bien. Merci beaucoup, Christophe. On va s'arrêter là pour cette premier petit entretien. Et puis, on se retrouve donc samedi autour de 14h30 en fait, sur le monde d'après.